Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur Node.js et on parlera de MongoDB. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment développer une application web à l'aide de Express.js. Mais seulement, à chaque fois que notre serveur redémarrait, les données que nous avions créées étaient immédiatement perdues. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut rendre ces données-là persistantes en les stockant dans une base de données. Et on utilisera MongoDB. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après ça. MongoDB est un système de gestion de bases de données NoSQL. C'est-à-dire qu'il est différent des bases de données relationnelles telles que MySQL, Oracle ou encore PostgreSQL. Dans MongoDB, les données sont stockées sous forme de documents JSON, comme on le verra dans la phase pratique de ce tutoriel. Alors, MongoDB offre une version community pour le développement, pour les développeurs, dont il est possible d'installer sur notre ordinateur en local. On verra comment le faire dans cette vidéo. Également, il y a une version cloud qui donne l'avantage que pour l'utiliser, on n'a pas besoin de l'installer sur notre ordinateur. On a tout simplement besoin de se connecter et de créer un compte et configurer notre base de données. Ensuite, l'utiliser dans notre application. Donc, on va commencer par voir comment installer MongoDB Community sur notre ordinateur. À l'aide de notre navigateur préféré, on va essayer d'installer MongoDB sur Windows. On verra dans quelques instants comment installer la version pour Linux. MongoDB Community Edition. On va un peu agrandir. Alors, voici le site officiel du guide d'installation. Alors, quand on va descendre jusqu'à la partie Install MongoDB Community Edition, on va cliquer pour aller télécharger l'exécutable. On choisit la version, on peut choisir une version antérieure, mais on va prendre la dernière version, la plateforme Windows, le package MSI, et on lance le téléchargement. Ok, le téléchargement est en cours. On vérifie. Le téléchargement est encore en cours. Une fois le téléchargement complété, on va l'ouvrir. Moi, je vais cliquer là pour démarrer l'installation immédiatement. Je clique sur Run. Alors, l'interface d'installation est celle présentée à l'écran. On clique sur Next, on accepte les termes et conditions. On clique sur Next, on choisit l'installation complète. On installe MongoDB comme un service et on laisse toutes les valeurs par défaut. Il faut veiller à cliquer Install. Il faut veiller à ce que Install MongoDB comme password soit coché, parce que cela permettra d'accéder à l'interface utilisateur dans laquelle on verra les différentes bases de données. On pourra manipuler nos bases de données. On va cliquer sur suivant et lancer l'installation. On va accepter. Il faut noter que l'installation peut prendre plusieurs minutes pour se terminer. Donc, il faudra être patient, la laisser aller jusqu'au bout. Ok, l'installation est complétée de mon côté. Je vais cliquer sur Finish. Pendant l'installation, voici MongoDB Compass qu'il a installé et démarré automatiquement. Maintenant, voici l'URI de connexion
au serveur de base de données, au LGBD ou alors ou tout simplement au serveur Mongo. Si je vais accepter la valeur par défaut, je me connecte. Ok, je suis connecté et j'ai accès à la liste des bases de données. Je peux par exemple créer une base de données que je donne un nom test. Je vais donner une connexion, le nom de la collection user et j'ai accès à cette interface qui permet de visualiser les données dans la base de données. Donc quand on va implémenter, quand on va définir dans notre code la logique pour se connecter à la base de données et écrire les données, on verra comment cela sera mis à jour dans MongoDB Compass. Voyons à présent comment installer MongoDB sur Linux. On va faire la recherche à l'aide de notre navigateur. Installe MongoDB Linux. Bon, on va préciser Community Linux. On va attendre la documentation. On va choisir la version pour Ubuntu. On scroll. On va commencer à suivre les instructions à partir d'ici. Donc, on va ouvrir notre terminal. On copie la première commande. On va saisir le mot de passe puisque ça requiert les privilèges. Ensuite, on exécute la seconde commande. Et vous n'aurez pas forcément ce même résultat parce que moi je l'avais installé. Pourquoi il demande si je veux écraser ce qui est existant. Donc moi je sélectionne oui. Ensuite, plus bas, il faudra choisir la version correspondante à votre version de Ubuntu. Donc moi je vais choisir Ubuntu 20.04.20.04. Je copie tout ce code en dessous. Bon, il y a même copier facilement ici. On colle dans le terminal. Ensuite, on va mettre à jour le repository. Ok. On descend. On installe le MongoDB. Il installe là les différents packages dont le système a besoin pour faire fonctionner MongoDB. Donc, pour la suite des commandes, on va démarrer Mongo, vérifier le statut du démarrage. Et on a les commandes là pour l'arrêter, le redémarrer. Ok, l'installation c'est terminé. Alors, cette commande-ci, alors on va utiliser cette commande pour voir quelle est la commande correspondante à notre système. Sur mon ordinateur, c'est système D, donc je vais utiliser ça. Si c'est init chez vous, il faudra suivre plutôt ces instructions-ci. Ok, je copie la commande, j'exécute dans le terminal. Donc en principe, MongoDB est démarré. Et, si vous avez cette erreur-ci, il faudra exécuter la commande juste en dessous. Ok, la prochaine commande qu'on va exécuter, c'est vérifier le statut du service MongoDB. On va exécuter ça. Alors, chez moi, c'est fail. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je vais agrandir un peu ça. Voici l'erreur qui se pose. Donc, on va appuyer. On va presser Q sur notre clavier pour fermer pour revenir sur l'invite de commande bash. Alors, il y a une erreur sur mon ordinateur. Il dit fail with result code dumped. Donc, je vais aller rechercher. Donc, si je vous cette commande-ci
retourne ici un statut succès ou alors en exécution, c'est-à-dire ici la coloration ici est verte et que c'est un succès, alors MongoDB est correctement installé chez vous et vous allez tout simplement patienter la prochaine étape pour l'installation de MongoDB Compass. Donc, si vous avez l'erreur que je rencontre actuellement, à savoir l'erreur sur le code, donc alors vous allez suivre le tutoriel, les étapes qui vont suivre. Donc on va se rendre sur Google, on va faire la recherche. Il y a ce résultat intéressant sur Stack Overflow qui va nous aider. Alors on va copier les commandes. On va stopper le service Mongo. On va désinstaller toute l'installation des packages qui ont été installés précédemment. On accepte. Ensuite, on va supprimer les fichiers de log, tous les fichiers qui ont été créés par l'installation précédente. Et on va plutôt installer cette version-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier cette première commande. Ensuite, on va copier la deuxième. On met à jour le dépôt du package. Ok. Maintenant, on va lancer l'installation de MongoDB. Donc, si vous voyez que cette fois, c'est la version 4.4.8 qui sera utilisée. Bon, moi, j'ai essayé la dernière version, c'est-à-dire la version 6, comme on l'a vu, ça n'a pas fonctionné, mais c'est plutôt la version 4.4 qui a fonctionné. Donc, je vais lancer l'installation. Bon, il est en train d'installer tous les packages qu'on a sélectionnés pour faire fonctionner Mongo. Ok. Donc, une fois que c'est fait, si je fais MongoD, autant pour moi, version, j'ai la version 4.4.8. Donc, une fois que vous êtes arrivé à cette étape-ci, vous revenez ici. On va recommencer avec les commandes ici. Donc, vous pouvez commencer à partir d'ici pour vérifier quelle est la commande correspondante à votre système. Et ensuite, on va démarrer Mongo. Si vous avez cette erreur ici, il faut bien vouloir exécuter cette seconde commande. Mais si vous n'avez pas d'erreur, alors on continue à la commande suivante pour voir le statut du service. Alors là, on a la actif running. Ça veut dire notre installation est fonctionnelle à présent. Une fois cela fait, on a accès à un terminal de MongoDB qui s'appelle Mongoose. Donc là, il permet d'utiliser Mongo en avis de commande. Bon, c'est pas, on va pas le faire dans ce tutoriel. Nous avons besoin d'une interface graphique. Donc, on va installer un autre outil qui va nous donner accès à une interface graphique, c'est Mongo Compass. MongoDB Compass Linux. Alors, on choisit la version Linux. On descend, on va cliquer pour télécharger le package. On ouvre l'envie de commande. Alors, moi je vais l'installer dans le dossier. J'ai créé un dossier dev, donc vous pouvez l'installer dans un dossier ou alors n'importe où sur votre ordinateur. Donc, moi je vais cliquer là, je colle, je lance le téléchargement. Donc c'est un package .deb. Et bien on va le dépackager avec la commande suivante et ensuite on va rouler MongoDB Compass pour l'exécuter. Donc le téléchargement étant terminé, on va exécuter la prochaine commande. Donc on exécute en tant que sudo. Si jamais on vous demande le mot de passe, il faudra saisir le mot de passe
de votre compte. Alors, une fois qu'on a dépackagé le package, on va exécuter la commande mongo compass. Il va démarrer cette interface. Le serveur est en exécution, il n'écoute pas de port sur le port 27017. Alors, je me connecte et j'ai accès à cette interface utilisateur. Alors, on peut créer une base de données comme ceci, peut-être une base de données test 2 avec une collection users que voici, et on a accès à cette interface. Donc, dans notre application, quand on va développer, quand on va connecter notre application avec MongoDB, on verra comment on va insérer les données qui seront visibles ici. Bon, ce sera tout pour l'installation sous Linux. Alors, avant de commencer la programmation, on va montrer comment utiliser MongoDB dans le cloud pour ceux qui veulent utiliser MongoDB Cloud. Alors, on va voir MongoDB Cloud. On a MongoDB Atlas Database qu'on va choisir. Vous allez cliquer sur Start Free. Une fois cliqué dessus, il y a un formulaire à remplir. Vous allez remplir les informations, créer votre compte. Bon, une fois le compte créé et confirmé, vous allez arriver sur cette interface-ci. Dans cette interface, vous allez créer un projet. Je vais mettre peut-être projet 1. Je clique sur Next. Ensuite, on demande d'ajouter les membres. Bon, vous pouvez ajouter les membres si vous voulez. Moi, je ne vais pas rajouter et je clique sur Créer. Il va mouliner un peu et notre projet est créé. Une fois le projet créé, on peut commencer à créer une base de données. On va choisir la version gratuite. On va résoudre le captcha. Ok. Maintenant, on demande comment est-ce qu'on veut s'authentifier, soit par nom utilisateur, mot de passe ou alors certificat. Bon, on va choisir username, on va donner le nom DB user, le mot de passe DB password, ou alors M passe 1 2 3 4 2 3. Donc ça c'est vraiment pour les tests. Donc, dans votre application il faudra soit générer un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Donc ça c'est uniquement pour les tests. Bon, ici c'est pour la question de sécurité, si vous voulez autoriser des adresses IP. Donc on a créé le premier utilisateur ici et on finit. On va sur la base de données. Bon, il est en train de charger. Voilà, une fois que c'est fait, on va dans Browse Collection. Voilà, il a fini de charger. Bon, pour le moment, je n'ai aucune donnée, donc ce que je vais faire, je vais aller sur Add My Own Data. On va créer une collection qu'on va appeler test et une base de données test et une collection users. On laisse les valeurs par défaut, on valide. Alors, il recharge notre base de données. Donc, ça peut des fois mouliner un peu, prendre un peu de temps, donc il faudra juste être patient. Alors, il nous retourne une erreur. On va tout simplement actualiser la page. Ok. Il a fini par charger. Donc, voilà notre base de données test avec la collection utilisateur qu'on a chargé. Pour le moment, il n'y a aucune donnée, donc c'est vide. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place l'utilisation de MongoDB dans le cloud. Donc dans la suite du tutoriel, nous allons
travailler dans VS Code pour se connecter à cette base de données. Maintenant qu'on a mis en place notre système de gestion de base de données, voyons comment connecter notre application à celui-ci. Pour ce faire, on aura besoin d'un package qui nous permettra qui met à disposition un ensemble de fonctions, de modules qui nous permettront d'interagir facilement avec notre base de données. Alors, pour cela, on a un premier package, MongoDB, on va dire npm. Donc, il y a ce package-ci, c'est le package natif, voilà le package de base qui permet d'interagir avec MongoDB. Donc, il existe un autre qu'on va voir, ça s'appelle Mongoose. Que voici. Alors, nous allons choisir plutôt Mongoose parce que il a un ensemble d'avantages, notamment la possibilité de créer des schémas. On verra comment on pourra créer un schéma qui est en fait une représentation de notre document. On verra comment typer, on peut donner un type à notre à des attributs, à des propriétés des objets JSON qu'on va stocker. Et également on verra comment il est facile d'utilisation. Donc on va à la suite installer Mongoose comme package dans notre application. Donc voilà la commande d'installation npm i mongoose. Donc nous on va ouvrir. On va donc déjà le projet, si vous vous rappelez, il est bel et bien là, c'est Express Demo, on avait fait. On va le rouler un peu, question de se rassurer qu'il fonctionne toujours bien. Donc on fait npm run dev. Vous vous rappelez, on avait défini la commande dev pour exécuter avec notre monde. Donc on fait npm run dev. Il y a une erreur. Alors, je suis pas dans le bon dossier. Je vais me déplacer dans ces Express Demo. Ensuite, je fais npm run dev. Ok, il est démarré. On va aller le tester. Il écoute sur le port 5000 et voilà le site. C'est bel et bien ce qu'on avait laissé, qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Alors, maintenant, on va stopper ça avec CTRL-C. Ensuite, on va installer Mongoose. Le voici. Alors, il faut savoir que Mongoose nous donne la possibilité de définir un schéma qui permet un schéma tout comme on sait le faire dans le modèle relationnel. Donc on peut designer notre partenaire sous forme de schéma et lui définir des propriétés, des types, des règles de validation. Donc pour ce faire, on va pour des soucis, on va redémarrer notre serveur. On va fermer ça. On ferme ceci, on ferme ça. Donc pour des soucis de structure, on va créer un dossier qu'on va appeler modèle. C'est à l'intérieur duquel c'est à l'intérieur de celui-ci qu'on va définir nos modèles. Donc on va créer un modèle qu'on appelle postmodel.js. On va importer Mongoose. Ensuite, on va définir un schéma. Donc, Mongoose fonctionne avec les schémas. Donc, on définit un schéma qui est en fait une représentation de l'objet qu'on veut manipuler. Donc, on va faire new mongoose.schéma. Alors,
on va définir l'ensemble des propriétés de notre schéma ici. Si on se rappelle bien, il y avait un auteur, un titre, date et un contenu. Bon, l'ID, on va pas l'utiliser parce que MongoDB génère un ID par défaut. Alors, on va définir un type, on va lui donner le type string, on va définir le contenu, également de type string. L'auteur, on va lui donner également un type string et la date, on va lui donner le type date et on va lui donner une valeur par défaut, c'est date.now. Donc c'est ainsi qu'on définit, on peut définir une date dans Mongo et lui donner une valeur par défaut. Alors une fois cela fait, on va créer le modèle. Alors pour ce faire, on appelle mongos.modèle. On passe le nom du modèle qu'on veut créer, c'est post, et ensuite on a le schéma qu'on passe dans second paramètre. Une fois cela fait, on va exporter module, le modèle tant pour moi. Alors donc, mon modèle est en place. Donc j'ai tout simplement utilisé schéma qui permet de définir la représentation de mon modèle, et ensuite je crée un modèle à partir du schéma. Et il faut noter que modèle que voici est lorsqu'on crée une instance de modèle, on a en fait une instance de document. Donc quand on va manipuler les modèles, on sera en fait en train de manipuler les documents. Ok, notre modèle est en place. On va voir maintenant comment se connecter à notre base de données. Bon, pour ce faire, on va créer un fichier .inf qui va contenir une variable d'environnement qui sera l'URL de connexion à notre base de données. Donc on crée .inf, on va chercher l'URL. Donc pour ceux qui utilisent MongoDB Compass, peut-être la version en local, vous allez ouvrir, vous venez là, vous cliquez sur copy connection string. On copie, on colle là, on rajoute un slash et on met le nom de la base de données. Donc moi je vais créer, je reviens ici, je vais créer une base de données que je vais appeler mon blog. Et bon, je vais créer une collection par défaut que j'appelle post. Voici ça. Donc je vais venir ici, je crée mon blog. Donc le nom de la base de données, on met slash nom de la base de données. Ok. Et pour ceux qui utilisent MongoDB dans le cloud, vous allez venir dans database access, dans database, vous venez dans connect, vous choisissez comment vous allez vous connecter. On va choisir VS Code et on va copier la chaîne de connexion. Donc vous copiez ça tout simplement, vous remplacez par votre username, par le mot de passe, et toute la suite sera pareil. Donc vous copiez ça, vous venez dans vous collez ainsi. Donc, vous vous rassurez que là c'est bien le nom de la base de données que vous avez sélectionné. Donc moi je vais utiliser la version locale, donc je vais laisser comme ceci. Ok, une fois que j'ai fait ça, on va créer un dossier qu'on appelle config, à l'intérieur duquel on va configurer la base de données. dbconfig.js. Alors on va créer
On va importer Mongoose parce qu'on va l'utiliser pour se connecter. Ensuite, on va créer une fonction qu'on va appeler connectDB. Alors, connect MongoDB, ce que vous voulez. Ça va prendre en paramètre l'URI, celle qu'on a passée, on a défini dans notre fichier de variable d'environnement. Ensuite, on va faire mongoose.connect. On passe en paramètre l'URI. Il faut noter que ceci est une fonction asynchrone, donc on va rajouter await et on va dire si il y a un succès, on affiche connecté à la base de données. On va réduire ça. Si jamais il y a une erreur, on affiche erreur de connexion. À la base de données. Et on va déclencher une erreur. Bon, on peut reculer ça pour un peu plus de clarté. Et on va exporter notre fonction. Maintenant, dans notre fichier serveur.js, on va se connecter à la base de données. Donc, je fais cons mongo, donc connect MongoDB. Ok, il a importé par défaut, c'est très bien. Maintenant, je vais un peu restructurer ce fichier-ci, question de le rendre un peu plus lisible, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, je vais créer une fonction que j'appelle startup, qui va dans laquelle que je vais appeler pour démarrer mon programme tout simplement. Donc, c'est une fonction asynchrone parce que le connect MongoDB est asynchrone. Donc, pour connaître, vous savez, pour accéder aux variables d'environnement, on utilise process.env. Le nom de notre variable d'environnement qu'on a défini ici, c'est Mongo. Bon, on va en profiter pour renommer à URI. Ok. Donc, cette instruction-ci est susceptible de retourner une erreur. Donc, moi, je vais encapsuler ça dans un try catch. Je capture l'erreur. Ensuite, je fais console. Je vais loguer en console. Une erreur est survenue, je mets l'erreur. Et bon, si on n'arrive pas à se connecter à la base de données, bon, on va tout simplement arrêter le programme. Donc, on va déplacer le démarrage du serveur à la suite de la connexion à la base de données. Donc, juste après ça. Et enfin, on appelle la fonction startup. Startup permettra de démarrer le programme proprement dit. Ok. Donc, on s'attend à ce que ça ne fonctionne pas parce que il y aura une erreur au niveau de la lecture de cette variable d'environnement. On verra comment corriger cela juste après. Donc, à l'aide de l'invite de commande, on va. Donc, ok. J'avais déjà mon autre monde qui est déjà exécuté. Donc, à chaque fois que j'enregistre, il déclenche, il sauvegarde. Alors, on a une erreur de connexion à la base de données. On dit une erreur survenue. Mongo d'ailleurs il paramètre donc une erreur sur l'URI qu'on a fourni, donc il a une valeur undefined. Comment on va corriger ça? Il y a un package Node.js qui permet de lire les variables d'environnement. On l'appelle .env, donc on va installer npm install .env. Une fois qu'il est installé, bon, on va relancer notre programme.
on va venir, on va l'importer dans notre fichier pour qu'il autorise la lecture, pour qu'il permette la lecture des variables d'environnement. Donc on fait require, on le configure. Donc c'est une expression simplifiée, puisqu'on aurait pu importer le package et puis à la suite faire le nom de la variable puis config. Donc on écrit ça pour simplifier. Donc maintenant, si je vais voir en invite de commande, j'ai bien là connecté à la base de données et en écoute sur le port. Donc on est bel et bien connecté à notre base de données MongoDB. Ok, maintenant qu'on est connecté à notre base de données, voyons comment interagir avec celle-ci. Alors, on a mis notre modèle en place, notre modèle est déjà en place. Maintenant, on va aller au niveau des routes qu'on avait définies précédemment. C'est post route. Alors ici, on lisait les données dans un fichier que voici. Maintenant, on va changer ça. On va commencer par la lecture. Donc ici, on va d'abord importer le modèle, post modèle. Ici, dans modèle, post modèle. Ici, on va lire les données, obtenir la liste des postes. Alors là, on va voir la première fonction de MongoDB qui permet de lire, de Mongoose, autant pour moi, qui permet de lire les données. On va utiliser la fonction find qui ne s'en fournit aucun paramètre. Alors cette fonction est asynchrone, donc je l'appelle avec await et je dis que c'est l'action est asynchrone afin de pouvoir exécuter la fonction asynchrone à l'intérieur. Donc une fois que j'ai ça, je vais retourner à la vue. On va tester. J'actualise, je vais ajouter les postes. Il y a 0 poste. Ça c'est parce que au niveau de ma base de données, j'ai encore 0 poste. Alors maintenant, on va voir comment créer un poste. Voici l'action qui permet de créer un poste. Donc on va mettre un peu de la logique là pour créer le poste. Comment ça va se faire? On va enlever la console. On va enlever l'ID puisque Mongo va le générer automatiquement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une instance de post modèle. Donc on va faire new post modèle, lui passer en paramètre title, c'est on a title, content et autant. On peut les mettre sur la même ligne. Ok, ensuite on va faire post.save pour sauvegarder. Attention, c'est une méthode asynchrone. Donc on peut donc dire en cas de succès, on affiche en console post enregistré, et en cas d'échec, c'est un catch ici. En cas d'erreur, on va dire console.log erreur lors de l'enregistrement ou alors erreur de création du poste. On va juste enlever ça. On va afficher l'erreur en console. Ok, donc on récupère les valeurs dans la requête, le titre, le contenu et l'auteur, et on crée une instance de post modèle que voici, et on appelle la fonction C pour sauvegarder. Donc bien vouloir vérifier
faut bien se rassurer que post modèle est importé comme ceci. Ensuite, on va aller tester ça. On va cliquer pour créer un nouveau post. On va mettre le contenu là. On dit ici comment développer un .NET. L'auteur Darius, on clique sur créer. On a un ID qui a été généré. On a développeur.net, Darius Safak. On a la date. On va aller vérifier dans notre LGBD. Une fois qu'on arrive dans Mongo Compass, on clique sur Find pour afficher, pour faire la requête afin de lire les données. Donc là, on a la donnée qui a bel et bien été créée, développeur.net, développement.net, voici. Alors, on va créer un deuxième post. On va créer un troisième. Donc, on vient dans MongoDB Compass, on a les différentes données créées. Donc, voyons à présent comment on peut lire une donnée individuellement. On va venir dans notre fond, dans notre route, dans le fichier post route. On va modifier ceci. Maintenant, on va utiliser post modèle pour find by ID. On passe à mettre l'ID du post. C'est tout. On vient ici. Je vais cliquer ici. C'est facile. On obtient une page blanche. On va vérifier ça. Oui, attention. Là, on a la méthode est asynchrone. Donc, on va la rendre asynchrone. On rafraîchit la page. On a les données qui arrivent. Donc, on peut afficher. On peut faire voir pour l'autre, pour voir la 2 secondes données. Et donc, voilà comment on peut lire les données dans. On peut utiliser Mongoose pour lire les données de notre base de données. Donc, essayons de... Bon, on va supprimer ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, mettons en place la modification d'un post. Donc, pour ce faire, on va créer une première route qu'on va appeler edit, tout simplement, qui va prendre un paramètre l'ID du poste. Ensuite, on a notre callback. On va juste mettre un espace là. Ensuite, on va commencer par vérifier que le post qu'on veut modifier est bel et bien existant. Donc, on va faire post reçoit post modèle. On va se rassurer d'utiliser la fonction utiliser le fait que la fonction soit asynchrone. Ensuite, on va utiliser la fonction find by ID et passer un paramètre de request.params.id. Donc, si le post est non existant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger vers une page, vers une route qu'on va créer plus tard, notre forme. Sinon, on va retourner
Bon, il faut bien se rassurer de mettre un return ici pour ne pas mettre le else. Donc rest.render, sinon on va rendre la page post edit en lui passant en paramètre le post. Donc cela fait, si on va venir dans la liste dans le détail d'un post, c'est la vue post détail, on va rajouter un autre lien ici, on va mettre post edit, on va passer l'ID du post, post.id, et enfin on va mettre un mot, on va mettre un texte modifié. Donc on va d'abord vérifier ça, on affiche le post, si on clique sur modifier, on ne retrouve pas la vue. Maintenant on va créer la vue edit.js, on va se baser sur la création, donc on copie complètement, on va cliquer ici, modification du post. Alors ici on a besoin, on va d'abord modifier l'action pour dire que c'est plutôt slash post slash edit, et ensuite on a l'ID du post. Ici on peut utiliser ID tout simplement, ou alors ID avec le underscore. C'est une valeur qui est générée par MongoDB. Donc maintenant ici on va mettre la valeur par défaut. Donc comme vous le voyez ici, quand on actualise, on a le formulaire, mais on ne voit pas les anciennes valeurs qui ont été saisies. Alors pour ça on va mettre l'attribut value ici, qu'on va renseigner avec post.title. On vérifie, donc la valeur par défaut, la valeur existante est là. Dans le texte area on va faire pareil. Post.content, voici. Et enfin au niveau de l'auteur on va faire, tant pour moi c'est value, c'est post.auteur. On a bel et bien les valeurs par défaut. Maintenant si on soumet le formulaire, on aura une erreur parce que cette route n'existe pas. Donc on peut essayer, là on ne trouve pas la route. Maintenant on va voir comment mettre en place cette route dans notre module de route. C'est une méthode post, edit avec l'ID du post. Donc la fonction sera également asynchrone, donc on n'oublie pas de rajouter async. Ensuite, donc vous allez remarquer que à chaque fois on duplique ce bout de code pour récupérer le post, vérifier qu'il n'existe pas avant de l'utiliser. Donc ça c'est tout. On va voir dans quelques instants une méthode qui permet de simplifier ce code. Donc pour le moment mettons d'abord en place cette fonction-ci. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire donc le post il est récupéré, on va modifier les valeurs, on fait request.body.title, title autant pour moi, ensuite post.content soit request.body.content et post.auteur soit request.body.auteur. Une fois cela fait, on fait appel post.save pour sauvegarder les mises à jour. Donc ça c'est une méthode pour mettre à jour un objet. Donc il existe bien d'autres méthodes, mais pour le moment on va voir uniquement celle-ci. Donc ensuite je vais
retourner. Bon, je vais rediriger vers la page du post, à savoir post, détail. Non, c'est pas ça, on va plutôt redirect, c'est ça. Ok, on va le rediriger sur la page post, détail. On va juste vérifier encore la route, donc c'est la route, c'est tout simplement post / id, donc il n'y a pas de détail. Donc post, et je récupère post.id ici. Donc je mets à jour le post, je vérifie que le post existe, je le mets à jour, je sauvegarde et je redirige vers la page de détail du post. On va tester ça. Bon, on va d'abord annuler, on revient, on actualise cette page, on remplit notre formulaire, on va dire, on va mettre un test là, mise à jour, et on valide. On a là, voici comment développer notre mise à jour. On va modifier un peu ceci, rajouter C# à côté, et on a la mise à jour. On peut vérifier dans MongoDB Compass comment la mise à jour a été effectuée. Ok, voyons maintenant comment on peut simplifier cette instruction-ci, parce que à chaque fois qu'on accède à un post, on a besoin de vérifier que celui-ci existe avant de l'utiliser. Alors ça rend notre programme un peu lourd avec des répétitions. Alors voyons comment Express nous permet de gérer cela. Alors donc il y a une fonction param. Premier paramètre, c'est le nom du paramètre qu'on veut écouter dans la requête, ou alors qu'on veut occuper dans la requête. Ensuite on a une liste, on a un callback qui prend paramètre une requête réponse. Ensuite la fonction next pour passer la main à l'exécution de la requête, et enfin ID qui correspond à l'ID qu'on veut récupérer dans la requête. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant tout ce bout de code, on va le copier ici. On rend la méthode asynchrone. Tout ce bout de code, on va le copier ici. On va rechercher dans MongoDB si le post existe. S'il n'existe pas, on le retourne vers la page notre forme. Sinon, on va tout simplement dans la requête rajouter un objet post qui contient au post. Et très important, appeler la fonction next pour continuer le traitement de la requête. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je supprime tout ça. Donc, je fais tout simplement fait conf post reçoit request.post. J'ai accès à mon post que je peux modifier. Pareil ici, je vais tout simplement faire donc je vais effacer tout ça et je retourne request.post. Vous voyez, ça nous sauve plusieurs lignes. Je vais faire pareil ici. Je vais tout simplement faire retourner request.post. Donc vous voyez, on a centralisé le code d'accès à un post à fonction de son ID dans ce callback 6. Cela nous permet de raccourcir un peu, de gagner d'économiser quelques lignes de notre programme. Donc ici, on va juste se rassurer d'utiliser cet ID ici. Puis c'est ça qui sera lu dans la requête et chargé dans cette variable. Donc maintenant on va tester ça. On affiche la liste des posts, on demande à voir un post, ça fonctionne, on va le modifier, on va rajouter peut-être C# 10,
on va mettre à jour. On a mis à jour C# 10, on modifie un peu le contenu, on va dire mise à jour 2. On a mis à jour 2 et ça continue de fonctionner. Voyons maintenant comment on peut supprimer les données dans MongoDB. Alors, pour ce faire, on va commencer par mettre en place la route. Une route qu'on va appeler delete, qui prend en paramètre l'ID du poste. Et on a request réponse, notre callback. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a notre objet de post est disponible dans la requête. Donc, on va tout simplement faire réponse.render. On va rendre la vue post delete avec le post. Je vais fermer ça. Ok. Donc, notre route est là. On va créer le template. On va créer un template qu'on va appeler delete.ejs. On va copier le code source de détail pour le réutiliser. On va supprimer les parties qui ne sont pas nécessaires. Donc on va mettre un message pour dire voulez-vous supprimer le post. On met le titre du post. C'est post.title. 2. On met l'auteur. Ok, s'il confirme, on va mettre en place un formulaire avec lequel on va supprimer le post. Donc, on va générer la route. On va utiliser, donc on peut tout simplement copier ceci. Bon, on peut utiliser ID ou cet ID de MongoDB. Donc, on va effacer ça. On va mettre à l'intérieur un bouton. Le type c'est submit. Je permettra de soumettre le formulaire et le texte c'est supprimé. Ensuite, on va mettre un bouton qui permet d'annuler l'opération, par exemple. Donc, lui va permettre de retourner sur la page de l'affichage la page de détail du post. Donc maintenant, on va vérifier ça. Bon, on aimerait bien avoir un bouton ici, un lien ici pour supprimer le post. Donc, on va aller dans détail du post. On va exploiter celui-ci, delete et supprimer. On actualise. Alors, quand on clique, on arrive ici, on a le message: voulez-vous supprimer le post sur le post de tel auteur. Donc, si on clique sur supprimer, rien ne va se passer parce que la route n'existe pas. Donc on va déjà on va se rassurer que le formulaire soit soumis via un post. Donc on va recommencer ça. On actualise la page, on clique sur supprimer et la route n'existe pas. Maintenant on va venir dans la route, dans les routes pour dessiner. On a routeur.post, c'est une méthode post. Delete. Requête prend paramètre, notre callback prend paramètre la requête réponse comme d'habitude. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler le modèle. Bon, c'est une fonction asynchrone. Donc, n'oublie pas de rajouter les éléments. On va appeler modèle et la méthode c'est delete one.
prend en paramètre l'ID qu'on veut supprimer. C'est requête.post.id. Alors, une fois que c'est supprimé, on va rediriger. Bon, si on va forcer de mettre ID ici, comme ceci. On va rediriger vers la page d'accueil des posts, celle-ci, pour afficher la liste des posts. On va voir ce que ça donne. On retourne là, on actualise, on clique pour supprimer et on a une erreur, donc on va vérifier ça. Donc, on a une erreur qui nous dit redirect is not defined. Ouais, ici c'est redirect. Donc, on va fermer ça. On rentre. Donc, la route not found, on l'a pas encore créée, donc on va voir ça tout à l'heure. On clique la liste des posts, voici les posts. On clique pour voir le post. On clique pour supprimer et on supprime le post, c'est supprimé. On va vérifier dans Mongoose, dans Compass, et le post a bel et bien été supprimé. Donc on va créer, si maintenant on va dans voir post et que par exemple on modifie la route comme ceci, alors on le redirige bien sur la page not found, mais seulement on n'a pas créé la route. Alors maintenant créer la route, on va aller dans, bon, ça, la route not found, la route not found ne fait pas partie du module post, donc on va la créer dans Server.js. On peut la créer par exemple dans un autre module, par exemple, je sais pas, index route. Mais nous on va définir ici not found. Alors ce qu'on aimerait faire, c'est rediriger l'utilisateur vers la page not found. Non, ça c'est render, tant pour moi. Donc maintenant on va créer une page à la racine. On va dire au même niveau que index.js, la page d'accueil du site. On va créer une page not found pour EJS. On copie le contenu de l'index qu'on va coller, on supprime l'utilisateur et on va dire laisser un message là, la page que vous, ou alors la ressource que vous recherchez n'existe pas, et on va le rediriger vers la page d'accueil, pas la page d'accueil des postons, page d'accueil tout court. Ok, donc maintenant si on actualise ici, on dit la ressource que vous recherchez n'existe pas, on va supprimer l'image là. On actualise, on a la ressource que vous recherchez n'existe pas et on retourne à la page d'accueil. On va lister les posts, voilà, il ne reste plus qu'un seul post. On va créer, on va aller sur un nouveau post. Le post a été créé. Alors, maintenant, on sait comment créer des données, comment mettre à jour, comment lister, comment supprimer également. Dans MongoDB, voyons à présent comment on peut valider nos données. Par exemple, ici, quand je n'ai pas de titre, je mets un contenu, je sais pas, je mets bonjour par exemple, je ne mets pas d'auteur et je clique, ça va quand même insérer les données, mais les données ne sont pas au format que je veux, donc ou alors ne sont pas correctes. Voilà, il n'y a pas de titre, pas de contenu, pas d'auteur, mais ça a quand même créé. Ce qu'on aimerait faire, c'est valider ces données là afin de s'assurer que c'est bel et bien les données, les bonnes données qui sont insérées.
Donc pour cela, on va utiliser les validations de MongoDB. Et cela sera fait avec je l'ai mis à disposition par le module Mongoose. Donc on va aller dans, bon, on va fermer ça un peu. On va aller dans notre modèle, on va mettre à jour notre modèle. Ici maintenant, pour définir notre modèle, on va utiliser un objet. Le premier paramètre, c'est le type. La première propriété qu'on va définir, c'est le type. Ensuite, on va dire qu'on veut une longueur minimale de 3 caractères et une longueur maximale de 254 caractères. Pour le type, on va faire pareil pour l'auteur. L'auteur, on va mettre le nom de l'auteur, on va mettre un nombre maximal de 100 caractères. Pour le contenu, on va dire que on veut une longueur minimale de 100 caractères et une longueur maximale, disons, de 1000 caractères. Donc, ce sera tout. Et une fois cela fait, maintenant, si jamais on vient pour créer un post, c'est-à-dire je mets de l'information ici, je ne mets rien là et je crée. Vous voyez, il ne s'est rien passé. Et en console, on va avoir un message d'erreur, on va aller vérifier ça. En console, on a post validation fail, on va venir, on a erreur de création du post, on a post validation fail et il dit le contenu est plus petit que la valeur autorisée. Donc voyons comment on peut afficher cela au niveau de l'interface utilisateur. Donc on va venir dans notre modèle, dans notre module route. On va modifier la route de création de poste. Ça ici. Donc ça c'est le formulaire de création. Maintenant une fois qu'on veut créer, le voici. Bon. Ok. On va intégrer la validation. Ok, pour valider un post, on utilise la méthode post.validate. Bon, on va utiliser une validation synchrone parce qu'on veut qu'il nous retourne le résultat immédiatement. On va attendre autant pour moi que le résultat soit obtenu. Donc on appelle post, ça c'est notre modèle, post.validate sync. Les erreurs sont enregistrées dans cette variable. Maintenant, on va vérifier si jamais il y a des erreurs dans la variable. Alors, on va demander de retourner dans la page de création du post. Cette fois avec le post précédemment créé, c'est-à-dire post que voilà, et avec des erreurs, erreur.error. Donc ce retour-ci contient un attribut error qui est un tableau de la liste des erreurs rencontrées. Ok, donc on valide le formulaire. S'il y a une erreur, alors on retourne à la vue. Maintenant, on va aller voir la vue. Dans la vue, on a ceci. On va commencer par voir ce que contient les erreurs. Donc, on va afficher erreur par exemple, pour title. On va aller créer, on va tester ça. Nouveau post, bon. Cette erreur ici se pose parce que dans le rendu de la page de création de post, il n'existe pas d'attribut erreur. Donc on va tout simplement rajouter erreur
qui sera un, disons, un tableau vide. Maintenant, on va mettre des informations, n'importe quoi. On a le message d'erreur, puisque là j'ai affiché un message d'erreur sur title. Donc maintenant on va ici, bon c'est pareil, si on veut afficher les erreurs sur les autres, sur le contenu c'est l'attribut qu'on a défini content, sur l'auteur c'est auteur. On actualise, on a l'erreur sur le titre, sur le contenu et sur l'auteur. Donc on va essayer un peu de bien les ranger. Donc on va déplacer l'erreur sur le titre en dessous de l'input du titre et on va lui rajouter une petite couleur, question de le différencier des autres éléments de la page. On va copier ça. Au niveau du text area, on va faire pareil. Donc on rajoute en dessous et enfin pour l'auteur on rajoute auteur. Donc maintenant à chaque fois qu'il y aura une erreur, elle sera affichée en dessous du formulaire. Donc je vais actualiser ça. On a le bon, on va essayer de customiser un peu le message aussi. Donc ici on peut passer à paramètres un tableau pour customiser. Bon, on va dire la valeur minimale requise est 3. Quand on actualise, on a customisé le message d'erreur. Donc on peut faire un peu pareil pour ceci. Ceci c'est 100 et c'est 100. Bon, maintenant si j'entre une valeur correspondante, je soumets. Alors qu'est-ce qu'on constate là, c'est que quand on soumet des valeurs, une fois que le formulaire revient, il les a perdues. Donc on aimerait bien que quand il y a une erreur, qu'il revienne avec les données qui ont été saisies précédemment. Voyons comment faire ça. Donc on a le post. Bon, déjà on va commencer par envoyer à la vue les données du body. Donc le body qui a été soumis. Et ensuite au niveau de la vue, on va rajouter les valeurs. Ici c'est post.title. On va faire pareil pour les autres. Ça c'est auteur et ici c'est tout simplement le contenu. Qu'est-ce que ça donne? Donc on revient en arrière. On a la page d'accueil, la liste des posts. Maintenant nouveau post. Il y a une erreur. Alors donc ça c'est parce que il ne retrouve pas l'objet post qu'on a envoyé dans lorsqu'il y a une erreur de validation du formulaire. Alors pour corriger cela, on va lorsqu'on accède à la page de création, au formulaire de création de poste, on va lui retourner un objet post vide. On actualise, on a le formulaire qui s'affiche. On va remplir les informations, on va mettre les informations pour que le formulaire, pour que la soumission du formulaire échoue. Ok, la soumission a échoué, mais on a les valeurs qui ont été saisies qui sont revenues. Donc maintenant je vais mettre ceci est un contenu, ceci est un contenu et je mets le nom
la valeur minimale requise c'est 100, donc je vais, autant pour moi, je vais copier, coller. Ça ne suffit toujours pas, donc je vais coller. Ok. Donc là, on vient de créer ceci. On peut vérifier dans MongoDB Compass. Et voilà. Donc on peut comme ça mettre en place la validation dans notre schéma de base de données. Donc ça nous permet en fait d'assurer l'intégrité des données qui vont être stockées dans la base de données. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, on verra comment préparer notre application pour le déploiement dans le cloud. Donc, on va la préparer et ensuite la déployer dans le cloud. Pour ne rien manquer de tout ceci, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Et enfin, une dernière chose, vos avis, commentaires et suggestions sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer afin de produire davantage du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.